Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Je m'appelle Charles et ce que je vous propose à travers ce podcast, c'est que l'on parte ensemble à la rencontre des acteurs qui façonnent le manga en France. Pour ce troisième chapitre de Pain sur la planche, nous aurons une double page car ce n'est pas un mais deux invités qui nous racontent leur histoire. Youtubeurs spécialistes de One Piece aux 700 000 abonnés, ils maîtrisent parfaitement la technique du montage et l'art de la narration. Ils sont connus pour leur finesse d'analyse et leurs théories souvent trop justes. Vous l'aurez compris, ce chapitre de Pain sur la planche vous sera conté par Kamal et Kita de la chaîne Mon Corvo. Ceux qui les connaissent ne seront pas surpris qu'à travers cet échange, nous comprenons que leur passion et leurs rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Entre sommeil négligé et heures de travail incomptées, ils reviennent sur les difficultés auxquelles ils ont été confrontés durant ces 7 dernières années, mais aussi sur les moments magiques qu'ils ont pu vivre, comme l'organisation de ce qui sera officiellement nommé la meilleure avant-première One Piece Stampede au monde. Et finalement, il nous parle de la difficulté, mais aussi de la nécessité d'apprendre à déléguer pour continuer à évoluer dans la proposition de contenu, car comme ils le disent si bien, mec, tout ça c'est pour One Piece. Pour rester informé des nouveaux épisodes, avoir accès aux meilleurs moments du podcast et découvrir nos sélections de la semaine, venez nous suivre sur Instagram à pslp.podcast. Et sur ce, je vous souhaite un agréable épisode. Kamatero, Kitaro, bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie parce qu'aujourd'hui on est chez vous donc pour tourner ce troisième épisode. Et l'idée de l'épisode, c'est de revenir un peu sur votre parcours et comment vous avez pu progresser au fur et à mesure, parce qu'on passe quand même des intros en 2016 où vous ramassez des œuvres de Pâques à maintenant vous faites des masterclass sur masterclass. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par une petite présentation chacun? Okay. En 2016, c'était déjà des masterclass mais différentes. Non, en vrai. Nous, du coup, c'est deux frères, Kamal et Kita, passionnés de manga, plus particulièrement même de l'œuvre des Shiroda One Piece. Et puis, on aime bien analyser tous les petits détails qui font la différence dans ces œuvres. Je dirais pas mieux, et en parallèle de ça, on est aussi fan d'audiovisuel et de cinéma, et donc peut-être que ça explique cette volonté à aller vers quelque chose de plus en plus monté, de plus en plus narré, et d'arriver à des petits, si on peut se le permettre, courts-métrages, quoi. Carrément. Et c'est un lien avec vos études, si on peut venir rapidement sur ce sujet? Ouais, carrément. Moi, je suis diplômé en Master 2 de cinéma, justement. Du coup, c'est un peu dans le thème et ça m'a permis d'avoir la pratique que je n'avais pas forcément dans la théorie. Et YouTube, c'est un bon terrain d'expérimentation. Et moi, de mon côté, j'ai fait des études d'art dramatique, en formation de comédien. C'est pour ça que je vais m'occuper plus principalement de la voix et de l'écriture. J'ai beaucoup lu, beaucoup. Et du coup, c'est moi qui vais m'occuper plus de l'écriture et de la voix, alors que Kitaro, lui, va s'occuper un peu plus du montage. Là-dessus, du coup, on est vachement complémentaires. Et comme on voit qu'en 2016, c'était le début de nos études, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, on voit que les études ont eu une part très importante dans notre apprentissage. Ouais, carrément. Donc, Kamal sur l'écriture et Kita sur le montage. Ouais. 2015, qu'est-ce qui se passe en fin 2015? Fin 2015, tiens, laisse-moi réfléchir. En septembre, le 7 septembre, on décide de faire une petite chaîne YouTube. En fait, on marche souvent dans la campagne vite fait pour parler de One Piece. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, flemme, on va juste mettre une caméra et c'est trop bête. En fait, quand on en parle, on trouve ça tellement... On se renvoie la balle, en fait. Et du coup, on s'est dit, mais ce serait bien qu'on se renvoie la balle à plusieurs. Du coup, on s'est dit, la prochaine fois, au lieu de faire ce qu'on dit dans un tour, on va juste le dire devant la caméra, puis on publie gratuitement ça sur Internet et on verra. Et donc c'est le début d'une belle histoire. Ouais. Une belle histoire où pendant 3 ans d'évolution, mais ça reste, vous êtes quand même encore fort dans votre coin, je pense. Enfin, je me trompe peut-être, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé à la vitesse supérieure? C'est quoi un peu les grandes étapes de la chaîne? À vrai dire, c'est vrai que ça a toujours été assez crescendo, mais genre vraiment une belle courbe. Il n'y a pas vraiment de moment de fulgurance précise, c'est juste de l'évolution constamment. Et il y a beaucoup, je dirais que, et ça on va pas rentrer dans les détails, mais YouTube c'est un monde vraiment très sombre et très rempli de cruauté. Et la cruauté, souvent ça galvanise. Voilà. On peut dire ça, et que du coup ça nous a aidé à souvent aller de l'avant. Quand on voit quelque chose qui est difficile, souvent on se dit tu sais quoi, on va aller au-dessus de ça. C'est un peu esprit shonen, quoi. Un peu ce qui te tue pas te rend plus fort. Oui, voilà, c'est vrai que peut-être que comme on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues quand on était tout petit sur YouTube, du coup ça nous a poussé à dire on va vous montrer de quoi on est capable. Ouais. Et c'est donc du coup c'est vrai qu'on a un peu emprunté l'esprit shonen, mais après je dirais que comme il a dit, il n'y a pas vraiment eu de buzz.
Tu vois, on n'a pas été là en mode ok, ça a marché, du coup on va refaire ça. Tu vois, en fait on s'est juste on est juste allé dans ce qui nous plaisait de plus en plus, tout en approfondissant la chose et en se disant bah, ok, bah ça c'est bien, c'est ce qu'on aime et donc on va améliorer. Je pense qu'on peut dire que ça s'est fait, c'était assez. Moi je trouve que c'est une progression qui est assez invisible sur le coup. Je pense pas qu'il y a eu un pic où ça a buzzé. C'était pas une vidéo qui a buzzé spécialement. Non, même pas. De toute façon, je me suis un peu tué pour cette interview. J'ai regardé oui. les views de toutes les vidéos. Et c'est vrai qu'en fait, vous êtes toujours resté sur cette même base. Vous avez toujours en soi gardé le même principe. Bien sûr, avec une qualité qui s'est transcendée. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit effectivement que les chiffres, ils ont grimpé, mais naturellement. Ouais. Et par contre, s'il y a quelque chose avec Baptiste, donc qui organise le podcast avec moi, on voulait vraiment vous en parler, c'est comment ça se fait qu'un jour, vous soyez devenu représentant officiel de One Piece. C'est quoi cette histoire ? Bah ouais, ça c'est venu aussi naturellement, j'ai envie de dire. C'est arrivé, on va dire, en 2019. En fait, c'est aussi nous qui nous sommes battus pour ça, parce que c'était pour l'avant-première de One Piece Stampede, au cinéma, au Grand Rex et tout. En fait, on s'est dit, ok, on va essayer de représenter les fans français dans un événement officiel. Donc, du coup, c'était un petit peu ambitieux. Et on s'est frotté à tous les ayants droit. C'était notre première rencontre avec ce milieu-là. Mais c'était très bienveillant aussi de leur part. Parce que du coup, on a rencontré des gens qui étaient vachement ouverts à ça. Et ils ont dit, mais attendez, vous êtes des fans et vous voulez travailler avec les ayants droit. Enfin, c'est quoi où est le juste milieu dans tout ça, en fait ? C'est ça qui est ultra intéressant. Vous êtes des fans et vous voulez que ça devienne votre travail. C'est possible, ça ? Et on a eu des gens à l'écoute de ça. Et du coup, on a monter un projet, mais littéralement un vrai projet, un vrai dossier avec plein de pages et tout, d'où on s'est dit, pour l'événement de One Piece Stampede en France, on aimerait proposer ceci. Voilà, on vous le propose, on le met sur la table et tout, qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, ils se sont dit, ah merde, c'est des fans qui sont capables, et en toute humilité, de proposer quelque chose qui était, on peut le dire, parce qu'on a même eu les retours officiels et tout, qui était plus intéressant que ce qu'avaient proposé les ayants droit même, et possible aussi. Il fallait juste mettre un peu d'effort et du coup dire « Ah d'accord, on peut faire ça, on peut faire ça ». Le projet concrètement, c'était d'apporter des boutiques dans le cinéma, chose qui n'était pas fait jusque-là. C'était d'apporter aussi un karaoké, de faire offrir des figurines, de faire offrir plein de trucs. Et du coup, d'amener tout ça au Japon pour dire « Regardez, les fans français sont fans et tout ». Et surtout, de prendre une photo commémorative et voilà, au Grand Rex. Et au final... Voilà, il est en train de montrer en direct parce qu'on est dans le livret du coup officiel pour avoir présenté ça. Incroyable. Et ce qui fait que c'est là où en gros on est rentré dans ce game-là et encore une fois on a rencontré même nos agents, qui sont aujourd'hui un agent qui nous aide énormément dans ce milieu-là, qui est très bienveillant avec nous et qui du coup se dit ah ok, c'est vachement cool parce que les influenceurs, du coup, ils peuvent devenir aujourd'hui, on va dire, les représentants d'une communauté et les défendre à l'international si besoin. En fait, on a un peu créé, entre guillemets, chez les ayants droit, un certain syndicat. Et du coup, on est super honoré et très redevable à tous les ayants droit, à tous ceux qui possèdent One Piece, d'être à l'écoute de ça. Parce qu'on n'est pas du tout légitime, on n'est pas plus légitime qu'eux, mais on est juste... Non, mais tu vois, c'est vrai, je veux dire, en toute honnêteté, on est quand même juste des fans. Alors qu'eux, ils se tuent à la tâche, ils font tout ce qu'ils peuvent et tout. Mais voilà, j'arrive, désolé, mais c'est pour dire que là-dessus, c'est grâce à des gens... le plus important, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, qui comprennent que... en fait, ça fait peut-être partie un peu du futur, que les fans, ils font peut-être, voire plus encore, partie de l'œuvre. Ouais, en fait, notre position, comme beaucoup de créateurs sur Internet, elle est un peu compliquée parce que c'est une sorte d'hybride. On ne sait pas trop où la placer. Et en France, c'est toujours difficile de dire mais attendez, vous voulez faire de votre passion votre travail. Un travail, on n'aime pas ça en fait de base. Ouais, on est censé être annihilé par le travail. Du coup, souvent, on se dit vous êtes des passionnés, donc vous faites ça gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, mais du coup, je pense qu'il y a une place, et il y a encore quelques années, vivre d'un manga qu'on analyse comme une œuvre, comme un critique de cinéma ou comme un critique de roman, c'était pas possible. Les gens, ils pouvaient pas s'attendre à ça. Cependant, un manga, c'est un objet qu'on peut très bien analyser comme n'importe quel autre art. Et dans la poste, elle rigole zéro ici, pardon, mais ok. Et si. En tout cas, c'est un véhicule. Non, c'est chez le voisin. Mais il me fait peur, il va nous boxer, je crois. Bref, ouais. Mais voilà, par exemple, là en première, du coup, on s'est dit, on va mettre la croix sur le poignet de tout le monde, et puis on va faire
la photo et tout ça. Et puis, c'était un truc, et voilà, on s'est dit en plus, on va faire gagner une résine de haste, plein de trucs avec nos partenaires. Et là où c'était bien, c'est qu'on s'était dit, on a la chance d'avoir une influence. Voilà. Je pense que notre seul point d'accroche dans tout ce monde-là, c'est qu'on est influent. Et du coup, il y a des gens qui sont d'accord de travailler avec nous parce qu'ils savent que les fans sont de notre côté. Mais de ce fait, par exemple, voilà, c'est tout bête, mais pour revenir sur l'avant-première, elle a été jugée de meilleure avant-première mondiale. Et du coup, par les endroits, enfin par les éditeurs d'Oda en personne. Et du coup, voilà. Et je crois que c'est à partir de là que ça nous a donné une certaine légitimité dans le monde de One Piece en France. Pour finir même, au final, la vidéo qu'on a postée, nous, sur de la soirée, c'était la vidéo la plus visionnée de toutes les vidéos faites sur la soirée. Du coup, on a eu des retours de Canal+, de France Télévisions, du Quotidien, de tout ça qui nous demandaient d'utiliser nos images parce qu'ils trouvaient que c'était les meilleures images. Donc, on essaye ça, on se dit, on a toujours voulu être professionnel aussi. C'était un peu notre envie de se dire, vas-y, viens, on leur montre encore une fois de quoi on est capable et qu'on peut faire les choses bien et c'est pas qu'on est des fans, qu'on est nuls et qu'on veut juste voir, Luffy, Zoro, bim bam boum. Non, on peut essayer aussi de dire, on est tellement amoureux de cette œuvre. Et comme à la fois on a des compétences en audiovisuel et tout, vas-y, on peut faire un mélange des deux. Ouais, donc vous avez été complètement initiateur du truc, et j'ai l'impression qu'on voit dans ce que vous me dites là, c'est que vous avez quand même ce souci du détail, de la chose bien faite. Ah ouais, peut-être. La modestie. Non, mais je sais pas parce que c'est vrai que je sais que moi en tout cas, quand je travaille sur quelque chose que j'aime, j'ai envie de lui rendre ses lauriers. Enfin voilà, c'est juste, je me dis, c'est vraiment important. Ce que j'adore le plus dans une œuvre, c'est tous les petits détails que les gens, que le mangaka même d'ailleurs, parce qu'on traite de manga, essaie d'invisibiliser. Et de ce fait, moi ça me galvanise et je me dis putain, mais il fait exprès que les gens le voient pas, mais pourtant c'est tout là que ça brille, je trouve, selon moi. Et c'est ce que j'appelle moi l'éthique dans l'art, c'est-à-dire mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui au final va passer, où les gens vont passer tout à fait à côté parce que c'est pas soit séduisant, pas sexy, c'est pas la chose qui va le plus briller dans l'œuvre. Et moi je trouve ça trop triste. Et du coup à chaque fois je me dis non mais il y a ça, et Shiroda il a pris le temps de faire ça, et imaginez-vous la volonté autoriale du mec, c'est quand même de se dire voilà, il avait 22 ans quand il a fait ça, maintenant il en a 47 et il le fait toujours. Enfin voilà, moi je trouve ça très touchant, et du coup oui, on essaie de bien pointer du doigt tous ces efforts là. Donc oui, en tout cas il y a une attention aux détails certainement. Parce qu'en plus, il y a aussi, c'est vrai, un certain perfectionnisme, parce que ce qu'il te dit pas là, c'est quand ça tape du poing sur la table quand ça va pas, quoi. C'est vraiment non, mais je veux dire, c'est qu'il y a aussi, on est tellement amoureux aussi d'une œuvre que ça aide. Je te jure que à côté, quand tu travailles sur quelque chose qui te fait pas pousser des ailes, et forcément c'est beaucoup plus laborieux en fait. Et ça, je pense que c'est une force si énorme, qui est aujourd'hui un mot qui, sur internet ne veut plus rien dire, mais quand on y pense vraiment est très important, c'est la passion. C'est-à-dire que quand tu es passionné par quelque chose, la passion en soi de base c'est même mauvais comme terme, je veux dire, c'est quelque chose qui va aller plus loin, qui te fait aller trop loin. Et c'est ça, nous, c'est vraiment de se dire viens, on dort pas, quoi. Viens, on dort pas pendant 3 jours et on fait juste un montage de fou et on se donne tout ce qu'on a, parce que à chaque fois quand on est crevé, quand on arrive à la limite où tu te dis putain mais qu'est-ce qu'on fout et tout, on se dit ah ouais, mais c'est One Piece, quoi. C'est One Piece, et on avait ça sur Wano Kuni, à chaque fois que des trucs qui touchaient pas tout le monde mais qui nous touchaient énormément, comme l'histoire des fourreaux rouges, de Momonosuke, de tout ça et tout, nous on était là, moi putain, c'est trop touchant, on était tellement crevés qu'on en a chialé en vidéo en direct et tout dans des réactions, parce qu'on était là en mode putain, c'est devenu aussi un peu notre vie, quoi, aussi. Et donc du coup tout s'est mélangé, c'est devenu un tout énorme. Et on n'a donc plus le choix, on peut plus revenir en arrière, et donc on se donne à fond. Et franchement, je crois qu'on peut le dire, de toutes les vidéos qu'on a fait, de tous les trucs tous les efforts qu'on a fait, j'ai aucun regret, absolument aucun. Et ça va faire 7 ans, et je crois qu'on n'a aucun regret. Ouais. Ouais, non, mais comme il a dit que c'était un interview chill, tu vois, moi je m'ouvre, sinon ça sert à rien. Exactement, ouvrez dans tous les sens que vous voulez. Allez, ouvrons-nous. Mais si ça peut vous rassurer, moi aussi j'ai versé ma petite larme devant vos vidéos. Je citerai pas le sacrifice de Jinbei, mais sur chapitre 970. Cette vidéo-là, je la trouve, elle est magnifique. Celui qui, dans la plus belle des poésies, l'a aidé à surmonter son deuil en lui rappelant ses compagnons, et qui aujourd'hui en est un. Jinbei n'est donc pas seulement un pilier porteur de l'équipage, mais de la vie du futur roi des pirates. Et je pense une communauté qui sait vous la rendre. Il y a une communauté fait de tout, de bien et de mal, mais je constate ces derniers temps, depuis quelques années, que vous avez quand même une commune de plus en plus présente.
pour pas citer le Manga Rake en 2018 où vous avez 500 personnes qui sont venues, la Japan Expo 2018 pareil où vous avez beaucoup de personnes qui sont venues, la Made in Asia 2019. Cette année encore une fois vous faisiez partie des stars de la Japan un peu, il y avait la file pour venir vous voir et même les commentaires dans vos vidéos, je regarde les top commentaires, c'est bravo les gars, c'est... Certainement, c'est vrai. Ouais. Bah écoute, et toi aussi, on peut te mettre dans la liste maintenant, qui nous flatte. Moi, voilà, merci. Je vous voilà. trop. Bah, disons que la communauté aussi, elle est à l'image du manga ou de ceux qui en parlent sur Internet, c'est-à-dire que elle est très passionnée. Voilà. Donc ça va s'exprimer par des extrêmes tout le temps. C'est vraiment soit One Piece est le meilleur manga du monde, vous faites les meilleures vidéos du monde, il n'existe rien de mieux, ou alors One Piece est nul et puis vous êtes nul et puis supprimez votre chaîne, quoi. Donc c'est vraiment ça et on se balance entre des extrêmes très forts, très puissants, mais je dirais que souvent notre communauté à nous elle est particulièrement silencieuse, ce qui fait que les gens consomment beaucoup la vidéo et puis après attendent de partager un moment plus intime avec nous pour le dire, par exemple se voir en vrai, se questionner sur les réseaux secondaires. Mais sur la vidéo en eux-mêmes, soit ils vont poser des pavés gigantesques pour rebondir sur la vidéo et c'est très bien, soit justement, et c'est la partie qui va être plus active et souvent plus jeune et qui va mettre 20 000 messages de partout et c'est un peu des abeilles, soit c'est incroyable, soit c'est très nul, voilà. Mais voilà. Oui, mais derrière vous avez un Discord, maintenant vous avez un Twitch, voilà. J'ai l'impression que vous essayez aussi de vous rapprocher de la communauté via Twitch, Discord et Instagram où vous êtes de plus en plus présents. Ouais, exactement. Et pour le coup, c'est ce qu'on se dit aussi souvent avec Kita, c'est que on n'en serait pas là, et c'est une phrase vraiment, c'est con, hein, mais c'est vrai, hein. On n'en serait pas là sans cette communauté silencieuse, très sage et très bienveillante avec nous, qui, en fait, n'attend pas qu'on dise qu'on est mal pour réagir. Et ça, c'est incroyable, parce que comme on voit que c'est beaucoup de boulot, que c'est beaucoup d'efforts et tout, beaucoup de fatigue, des fois, ils le ressentent, et je trouve ça étrange, super gentil. Enfin, je trouve ça vraiment, il y a un petit truc métaphysique qui se passe et les gens ils viennent nous en parler tout et tout, et donc du coup on a une communauté qui est extrêmement bienveillante avec nous et qui est aussi de plus en plus mature parce qu'ils grandissent avec nous, donc ça c'est incroyable de voir ça, il y avait on a commencé la chaîne, il y avait des gens qui avaient genre 10 ans quoi, et aujourd'hui ils sont bientôt majeurs. On en a qui, même plus, que quand on a commencé la chaîne, avaient 20 ans, qui aujourd'hui disent qu'ils sont mariés, qu'ils vont avoir un gosse et tout, ils s'approchent de la trentaine. Toi, tu fais « Ah ouais, d'accord !» Et même d'autres qui commençaient à regarder nos vidéos, ils avaient 30-35 ans et qui maintenant ont plus de 40 ans. Enfin, c'est incroyable, il y a vraiment une communauté qui grandit en parallèle avec nous, et je trouve ça ultra émouvant. Donc du coup, ils nous rendent 1000 fois ce qu'on leur donne. Parce que nous, en gros, c'est grâce à eux que tout est possible, c'est grâce à eux, et surtout, c'est pour eux, j'ai envie de dire pour vous, voilà, mais qu'on fait ces vidéos-là, quoi, qu'on fait vraiment ça et qu'on se tue, parce que la plus belle des choses, c'est qu'ensuite, quand tu fais ta vidéo en ligne et que tu as un commentaire qui te dit juste ah les gars, c'était vachement bien ça. C'est tout. C'est là, après ça, moi, je suis boosté pendant 3 ans, quoi. Juste un commentaire qui me dit ça les gars, ça c'était vachement bien. Moi, je fais let's go, vas-y. Tu veux lire un commentaire? Pour la preuve que ils sont vraiment trop adorables, je suis obligé de rendre à César ce qui appartient à César, mais on a posté notre vidéo il y a tout juste 17 heures là, et le Topcom je crois que j'ai lu ce matin. Voilà, et ça me fait trop, genre voilà, tu te lèves le matin, on lit tous les commentaires aussi, voilà, et c'est toujours un régal de regarder vos vidéos, on a l'impression de redécouvrir le chapitre tellement le travail que vous proposez est incroyable. J'espère que ça restera ainsi jusqu'à la toute fin de l'œuvre. Force à vous le Monkoro, et merci du fond du cœur. Moi quand je lis ça, je me dis allez, c'est parti, la semaine prochaine je continue, tu vois. Donc voilà, ça c'est ouf comment c'est des nuits blanches, du travail et tout, et puis t'as juste quelques lignes sur un message comme ça, blanc sur noir là, et tu fais ouais, ok, allez, rebolote quoi. Donc c'est très fort l'impact que ça. Ouais, je pense que, et c'est trop cool parce qu'ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont, je pense, et c'est ça qui est encore plus beau, c'est du pouvoir destructeur qu'ils peuvent avoir aussi les gens sur internet en disant que juste c'est de la merde. Genre va crever, arrête. Ça c'est en fait vraiment je pense que les gens parce qu'on a des haters, c'est comme tout, hein, c'est normal et tout, mais du coup ils se rendent pas compte de ce pouvoir là destructeur, mais on n'en parle pas assez du côté inverse et du pouvoir mais de construction énorme qui est de juste d'être bienveillant et d'être encourageant en fait. Mais ils peuvent pas savoir à quel point ça gonfle quoi, et on parle même pas d'ego, je parle juste d'énergie quoi. Ça moi vraiment de reconnaissance. Ouais voilà, mais ouais voilà, parce que oui il y a la reconnaissance, il y a le mérite et tout, mais je te jure c'est un mood. C'est un mood parce que quand toi, toute ta vie en ce moment, c'est de parler d'un manga et d'être visible sur Internet, quand tu fais un flop, quand tu fais un bid,
t'es ratatiné sur toi, t'es là, t'as un peu honte, tu fais bon allez je vais rebondir et tout, je me couche à 19h ce soir quoi. Mais quand ensuite t'as des commentaires comme ça et tout, ta journée elle est ensoleillée, elle est vachement bien, donc ouais c'est un peu, c'est très grave aussi et important parce que ça veut dire qu'on est un petit peu, comme on dit, dépendant de ça, ça veut dire que notre vie elle est dépendante de ça, mais même si on arrive des fois à s'en détacher, c'est un pouvoir énorme que les gens ont en fait. Vraiment. Oui, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'au fur et à mesure des années, il n'y a pas quand même cette prise de recul que vous arrivez à avoir, peut-être Si, que vous bien êtes sûr. moins impacté aussi maintenant Voilà. par les haters, etc. Alors que l'on passait, genre vous étiez peut-être plus jeune et tout, donc c'était plus compliqué, mais je pense que c'est un sujet qu'on ne va pas forcément aborder parce que c'est... Si, tu sais quoi, en fait, c'est même je trouve, t'inquiète pas, ça on peut en parler, c'est important. C'est juste que on a appris avec le temps qu'on ne pouvait pas, et ça c'est très dur, accepter, du coup, plutôt, fallait accepter que les gens puissent dire n'importe quoi sur nous. C'est juste ça en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut, quand on doit gérer avec une certaine notoriété sur Internet, c'est accepter que les gens ils peuvent dire des dingueries sur toi et que dans tous les cas, eh ben, il faut surtout pas répondre. Et le plus dur dans tout ça, c'est de se taire. En fait, c'est l'effort et le prix du silence qui est... c'est inimaginable en fait, et du coup c'est ça qu'on a appris en 7 ans. Je pense que c'est ça, c'est juste de se taire et de pas tomber dans le piège de tous ces gens-là qui veulent du mal et tout et qui attendent juste qu'on joue leur jeu en fait. Ouais, ça. Donc voilà, c'était de la patience et Puis beaucoup de patience. on n'est pas la même personne, vous aviez 18 ans à peu près quand vous avez C'est ça, lancé on la avait chaîne 18-19 ans. Non mais attends, en plus et ça je pense que en fait, si tu veux même tout savoir, je pense que même s'il y a l'âge, mais il y a aussi juste l'âge sur Internet. Ouais. Et en fait, je pense que si tu commences à avoir une notoriété alors que tu as 30-35 ans, même plus ou quoi et tout, dans tous les cas, tu vas réagir pareil. Tu vas être au début, tu vas être sanguin, tu vas répondre directement, tu vas dire mais c'est faux ce que vous dites sur moi, fermez vos bouches, c'est n'importe quoi et tout et tout. Et en fait, après, tu commences à comprendre Internet, en fait. Donc du coup, je pense que oui, l'âge est un facteur, mais c'est aussi l'âge sur Internet qui est très important. Je parle beaucoup, donc tiens, vas-y. Il y a une deuxième partie, donc là on a un peu vu le parcours du Mont Corvo, votre évolution, que ce soit dans les mentalités, vis-à-vis de la communauté, etc. Mais il y a une deuxième partie que j'aurais bien aimé aborder, c'est votre évolution en termes de compétences, en termes d'organisation, ce genre de choses un peu plus entrepreneuriales peut-être, enfin, c'est ce côté de faire le premier pas comme vous avez fait au Grand Rex par exemple. Et donc une de mes premières questions, c'est comment est-ce que vous évoluez au niveau des savoir-faire Bah après, comme beaucoup de créateurs, c'est on est tous autodidactes quoi. Donc vraiment, c'est sur mon banc de montage, je mets un truc, puis après j'en mets 2, puis après j'en mets 3, puis après j'en mets 4, puis après j'en mets 10, puis 30, puis 150. Mais comment on évolue? Disons que je pense qu'on a une bonne évolution quand on regarde en arrière et qu'on se dit ouh, c'est cringe. Voilà, c'est oula, pas ouf quoi. Et je pense que c'est un peu l'esprit à avoir parce que souvent on se dit sur YouTube ça va être un médium, je vais faire du cinéma et ma première vidéo ça va être Kubrick. Non, faut surtout pas penser comme ça parce que sinon on se lancera jamais. Et YouTube c'est vraiment, comme je disais, selon moi un terrain d'expérimentation qui nous permet de à chaque fois faire une chose et se dire celle-là je la fais plus, je passe à la suivante, comme une sorte de cahier d'exercice quoi. Ouais, vaut mieux tester Voilà. et apprendre que essayer de faire une masterclass. Voilà, exactement. Ouais. Parce que finalement, en fait, aujourd'hui, tu réalises la masterclass que tu souhaitais faire il y a peut-être 7 ans, tu vois. Et nous, c'est peut-être ce qu'on se dit maintenant. On se dit, putain, avec les efforts qu'on fait. Et en fait, par contre, ce qui est difficile, et c'est juste que ça peut paraître ingrat dans l'évolution du travail, mais elle se voit pas, comme il disait, c'est très invisible. Et si moi, on me demandait, s'il me disait, par exemple, bah, voilà, comment c'est l'évolution de la chaîne, bah, moi, je pourrais très bien dire, bah, il n'y en a pas vraiment. Tu vois, alors qu'en fait si j'en ai conscience que quand même je fais pas pareil que la dernière fois, enfin qu'il y a 7 ans, mais pour beaucoup les gens ils nous diraient qu'il y a une évolution de malade et moi je la sentirais pas quoi. Elle est naturelle pour toi. Voilà. Pour commenter la partie un peu plus entrepreneuriale, on va dire que aussi il y a quelque chose qui est très important dans l'évolution, c'est de tout le temps essayer de progresser aussi au niveau entrepreneurial et donc du coup de se dire ok, eh ben c'est marrant, je commence à avoir une source de revenus. Qu'est-ce que je vais en faire de cette source de revenus-là? Pour nous, ça a été un choix très important de se dire ok, ça y est, on peut en vivre. Mais qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on décide toujours de manger du riz Eco Plus et on met de l'argent dans nos vidéos? Ou bien au contraire, on se fait des restos tous les jours et par contre nos vidéos elles n'augmentent pas. Ça c'était vraiment, c'est tout con tu vois, mais tu te dis quand tu commences à gagner beaucoup d'argent et que nous on a de la chance d'en vivre très confortablement de YouTube et tout, à faire des placements de produits, et ben on s'est dit ok,
let's go en fait, on va investir tout ça, c'est super cool, on va créer notre société, on va faire ça, on a des agents, on a une assistante et tout, on va carrément employer des monteurs et tout, faire tout ça, et du coup on va pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus professionnel, parce que au final ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est ce qu'on a toujours voulu faire, c'est de dire ouais, vous allez voir de quoi on est capable. Donc du coup c'est au début, en fait c'est toujours des sacrifices, même quand tu commences à gagner plein d'argent et quand tu as de plus en plus de pouvoir entre guillemets, et ben tu te dis ouais mais je le veux pas, je ne le prends pas, parce que je vais tout mettre dans la création. Et donc, du coup, là-dessus, nous, on peut dire qu'on est un petit peu fiers aussi de ça, parce qu'on a toujours été que tous les deux à prendre ces décisions-là. On a toujours été élevés par les anciens youtubeurs. Par exemple, nous, on a été élevés sur YouTube, hein, je dis élevés, on se comprend, hein, par Diablo X9, qui, par exemple, on s'était dit, putain, lui, vraiment, pour le coup, c'est la définition même de quelqu'un qui investit dans ses projets, dans tout ça, et qui va... En fait, c'est dans des trucs même très techniques, tout terre à terre, c'est acheter du meilleur matos, acheter voyager, faire plus de vidéos, Voilà. Et du coup, on s'est dit, on va faire pareil. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, et jusqu'à aujourd'hui, où on investit dans un projet d'animation avec des collaborations avec d'autres youtubeurs et tout, qui nous coûte beaucoup d'argent, parce que je pense que ce sera ça jusqu'à la toute fin. Je pense que si au bout d'un moment, on se repose sur nos lauriers et qu'on se repose sur tout ce qu'on a gagné, et ben ça veut dire qu'on sera à la retraite, quoi. Vous allez arrêter de prendre du kiff et... Non, voilà, c'est ça. En fait, c'est trop bien parce qu'on se rend compte toujours, encore une fois, toujours il y a le « Oh putain, c'est One Piece ». Mais viens, on fait ça du coup, parce que c'est One Piece. Je pense que ça avait été n'importe quoi d'autre, et que du coup, je comprends la position de ceux qui n'ont pas la chance de travailler sur leur passion et tout, c'est normal. C'est de se dire, j'ai pas envie, quoi. Je me fais plaisir à moi, parce que j'ai pas envie d'investir dans un truc qui me fait pas plaisir. Mais comme du coup, la passion interfère, et allez, c'est bon, nous on s'en fout de balancer, d'offrir tout ce qu'on a pour One Piece, ça nous dérange pas. Et c'est trop cool ce que vous me dites, et ça soulève un point qui est, au début vous faisiez des vidéos sur One Piece. Ouais. Il y avait 1 ou 2 vidéos par semaine qui n'avaient pas forcément un gros montage d'air, etc. Ça a évolué. Il y a eu les vidéos sur SNK et sur la chaîne Kamalikita plus largement, parce que vous avez abordé d'autres sujets. Il y a eu les lives qui se sont ajoutés, il y a eu les projets, les présentiels. Vous gardez le temps, tu peux pas le multiplier, donc vous gardez la même capacité de temps, donc il y a forcément quelque chose, à un moment donné, vous devez déléguer. Ah oui, c'est bien. Et comment est-ce que vous choisissez quelles compétences vous gardez et vous dites, ok, ça on veut quand même rester maître, ou ça on veut, justement, on sait faire, mais on sait qu'on n'a pas de valeur ajoutée nécessaire, donc on délègue. Ça, c'est vraiment une excellente question. Déjà, regarde mon coussin derrière, je t'en prie quand même. Et tu me dis si t'aimes bien Erencha, Mikasa Shah, ça. Waouh. Est-ce que je peux le prendre en photo? Oui. Il y a même Levi et derrière toi encore et Andy. Incroyable. C'est des coussins japonais, hein. Vraiment, c'est officiel. Hein. Regarde. Wow. Par pitié, c'est officiel. Hein. Vous allez rien dire, vous allez rien faire, c'est ma collection de chats SNK, d'accord? En vrai, non, c'est une excellente question. C'est la question la plus importante parce qu'elle est vraiment d'actualité. C'est horrible, je pense, pour beaucoup de créateurs. Je sais pas, on va peut-être, je vais parler pour moi du coup, mais vraiment déléguer, c'est terrifiant, mais ça fait trop peur parce que en fait, il y a toute une partie de traversée du désert où on se dit, mais putain, on va devoir demander à des gens en fait de faire ce que nous on fait depuis 5-6 ans là. Comme des autistes, vraiment faut le dire, parce que c'est une sorte de productivité très autistique. C'est on se dit des chiffres, on comprend que ça veut dire des phrases, tu vois. Vraiment, tu me dis 1, 2, moi je dis ah oui très bien, ça veut dire ça, du coup voilà, en plus on connaît les épisodes par cœur, tout par cœur, les casts par cœur, et comment trouver des gens comme ça. Et c'est quelque chose qui nous aura demandé beaucoup de temps. Dans une première mesure, on a pris le tout premier collaborateur qu'on a eu, c'est notre musicien, simplement parce que c'est quelque chose, Louis Bells, qui il apporte une plus-value qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire que je ne saurais jamais jouer un instrument de la manière dont il en joue, et du coup ça c'était plus simple. Du coup on s'est dit oh putain, d'avoir de la musique en plus. Mais du coup pour toutes les autres choses, après du coup nécessairement c'est venu avec des illustrateurs, des graphistes. Et à toute fin, et c'est le plus grand changement qu'on a eu sur la chaîne, c'est aujourd'hui on a une équipe de monteurs. Et ça, c'était un truc où on s'était dit, putain, ça me terrorise, parce que vraiment, on faisait l'attaque des Titans tout seul, en même temps que One Piece tout seul, en même temps que plein de trucs tout seul, enfin la radio et tout ça. Et là, on s'est dit, non, c'est trop, parce qu'en fait, on va perdre en qualité si on fait ça. Et justement, avec l'argent qu'on peut avoir, on va le dépenser, on va l'investir, et on va faire des produits de meilleure qualité. Et on a des monteurs qui aujourd'hui, en fait, ça y est, on a eu une mini traversée du désert, mais alors ils sont tellement formidables qu'avec eux, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire qu'on se comprend très bien et on peut redevenir une équipe de 5 autistes maintenant au lieu de 2. Et du coup, on se dit des trucs comme ça et ça part très vite.
Du coup, je me rappelle plus tout c'était quoi la question, mais en gros, ouais, carrément, déléguer, ça fait tout et il faut vraiment, vraiment apprendre à lâcher un peu. Voilà. Oui, sinon il n'y a pas de progression. Si on n'apprend pas à lâcher, si on le fait pas, il n'y aura pas de progression et du coup, ça demande, comme il a dit, beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de chance, hein. Moi, je dis la chance joue un rôle là-dedans parce que on est tombé en fait sur des gens, que ce soit Louis, que ce soit Shiro aussi notre assistante, et que ce soit nos monteurs et tout, Luciole ou bien Zuki, qui sont principalement sur One Piece. C'est de la chance parce qu'en fait, je me suis dit, oh, en fait, c'est eux qui sont venus. Enfin, déjà, c'est important aussi à dire, c'est que c'est eux qui sont venus vers nous. On n'a jamais vraiment recruté, on n'est jamais allé chez des gens et dire, oh, toi, je te veux, est-ce que tu peux travailler avec moi? Non, c'est toujours eux qui sont venus et qui ont dit, les gars, est-ce que moi, j'aimerais bien travailler avec vous? Du coup, tous les jours, on en a des propositions comme ça, forcément. Mais par contre, c'est une chance de fou d'avoir des gens aussi qui comprennent notre sensibilité. Et comment tu fais la sélection? Je suis désolé, je te coupe, mais comment tu fais la sélection entre tous ces messages? Parce que pour savoir qu'il y a quelqu'un qui a cette sensibilité. Je pense que c'est une sensibilité dans l'art et on la ressent. Je pense que dans la musique, nous, l'a tout de suite compris quand c'était, je me rappelle encore, début 2016, il nous avait envoyé, il a dit, ah, les gars, regardez, j'ai fait ça. Et moi, j'ai fait, ah, c'est beaucoup trop mignon. J'adore, il y a un petit truc, je sais pas comment t'expliquer, ou du moins, c'est juste une connexion dans l'art. C'est de me dire, ok, moi, si je devais jouer de la musique, je ferais comme toi. Et donc là, tu te dis, putain, trop bien, j'ai trouvé mon nakama de musique. Ça me fait penser à Fanny et le Rire Jaune, quand ils ont fait le manga ensemble. Ah, bah Qui voilà, lui avait voilà. fait une illustration Voilà. et il a dit, on fait un manga. Voilà, je pense que c'est vraiment cette connexion-là, de te dire, putain, mais en fait, on a la même poésie, toi et moi, tu vois, on se comprend, donc c'est tellement agréable. Et pour jusqu'à les monteurs, c'était la même chose, où en gros, je me suis dit, putain, mais autant et on va pas se comprendre et tout, parce que chacun a sa vision de One Piece, et c'est ça qui est super cool avec One Piece. Autant moi, je pourrais dire, ouais, mais les gars, il y a ci, il y a ça et tout, et dire, bah non et tout. Et en fait, si, totalement. Déjà, toute notre équipe est très professionnelle et tout, on peut compter sur eux, donc c'est très important. Mais en plus de ça, on se comprend dans l'art. Donc c'est peut-être je sais pas comment expliquer, c'est juste une petite connexion et je suis trop content de ça en fait. Donc je pense que ça a demandé aussi un peu de chance, c'est de tomber sur les bonnes personnes ou du moins de la chance ou le destin, je sais pas, mais en tout cas ces personnes-là sont venues sur notre route et c'est incroyable. Ouais, donc j'ai bien compris pour les compétences que vous aviez pas, typique la musique, enfin vous l'aviez pas autant qu'un musicien professionnel, c'est plus facile de déléguer. Mais j'aimerais bien revenir sur que tu avais commencé, la partie montage vidéo. Comment vous faites pour gérer votre équipe par rapport à ça? Bon, on va être très clair du coup. Par exemple, une analyse de One Piece, elle va se conjuguer avec une introduction où j'aime reprendre le chapitre de One Piece et essayer de le formuler comme si c'était l'animé. Ensuite, une introduction très rapide de la vidéo avec nous deux qui présentons la vidéo, qui souhaitons la bienvenue. Et puis ensuite, du coup, le corps de vidéo. Mon frère, du coup, va écrire un peu du corps de vidéo. Moi, j'en écris un petit peu, mais moins. Pendant ce temps, je vais commencer à réaliser l'intro de la vidéo au début. On va tourner la partie sur le canapé où on fait la bienvenue. Tout le corps de la vidéo, une fois qu'il est écrit, on l'enregistre. Mon frère l'enregistre avec sa voix. Et ça fait un bloc, je sais pas, de 20 minutes en tout cas. Et c'est ce corps de la vidéo-là que les monteurs vont se départager. Voilà. Et moi, je vais monter l'introduction et l'introduction sur le canapé. De toute façon, je te montrerai après, si tu veux, le banc de montage rapidement et comme ça, tu verras. Je pense que ta question, c'était plus comment gérer ça aussi, du coup, Alors, ça m'a... Voilà. La réponse, j'ai trop kiffé. Ouais. Et si tu peux compléter avec cette partie-là. Moi, je vais être honnête aussi. C'est qu'au début, on gérait pas. Au début, on rageait. Mais c'est pas une blague. Au début, on était là en mode ah putain, fais chier, c'est pas ça et tout. Non, ils comprennent pas. Voilà, parce qu'on est un peu perfectionniste. Donc, qui dit perfectionniste dit super chiant. Donc, du coup, on est super chiant dans le travail. Et tout le monde peut le voir. Moi, déjà, moins que lui. Parce que lui, vraiment, quand ça va pas, ça va pas. Et ça le dit directement. Et c'est non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'essaye d'arrondir les angles en me disant bon, ça change, ça peut être bien et tout. Mais en fait, comme on est très perfectionniste et qu'on a toujours voulu montrer le meilleur de nos compétences. Et du coup, déléguer, c'était très difficile parce qu'on se disait, mais ouais, les gars, va falloir être à la hauteur, quoi. Et surtout, la phrase horrible de dire, mais moi, je vous demanderai jamais de faire ce que je peux pas faire moi, quoi. Et du coup, eux, ils étaient là en mode, ouais, mais vous. Et en fait, c'était aussi difficile, en fait, parce que même si on peut les payer bien et tout, il y avait aussi ouais, mais les gars, vous allez pas assez vite, faut faire ça, il faut faire ci et tout. Non, quoi, non, mais c'est bon, je m'en occupe, tu vois, en gros. Il y avait un peu de, non, mais si vous pouvez pas le faire, je m'en occupe. Après, c'est un peu votre bébé aussi. Voilà, donc en fait, c'était dans tous les cas, nous on repasse après derrière eux, on fait tout ça et tout. Donc, mais au début, c'était un petit peu délicat mais en fait, comme je te disais juste avant,
Après, on sait totalement, comme on avait la même vision de One Piece et tout, que c'est vachement agréable, ça s'est parfaitement emboîté. Et que ça comprend parfaitement après ce qu'on dit. On n'a plus rien à leur dire. Des fois, je leur donne même pas de consignes. Ils le font eux-mêmes. Et ça, c'est encore une équipe que je trouve formidable. C'est d'avoir des gens qui sont donc, comme nous, passionnés, qui sont élevés par One Piece, qui sont portés par l'œuvre et qui, du coup, font du zèle. Et moi, je suis là en mode, mais les gars, vous n'étiez pas obligés. Enfin, je le fais pas pour vous. En fait, je le fais pour One Piece. Ils mettent la cerise sur Et le voilà. gâteau. Et toi, tu fais, mais en fait, j'ai mon vrai équipage de Mugiwara avec moi et ils sont tous ultra importants en fait dans le travail parce que c'est même plus moi qui leur dis de quoi faire. Et des fois, genre vraiment, dis-toi un truc tout con. C'était pour la théorie, je sais pas si t'avais vu la théorie qu'on a écrite sur, Je l'ai vu. sur le paradoxe temporel. Ouais, Donc, carrément. voilà. Et ben, du coup, nos monteurs dedans, ils ont commencé à faire de la création 3D. Et j'étais là en mode, mais t'as fait de la création 3D, mais ça a dû te prendre du temps et tout. Il fait, bah ouais, mais c'était cool comme ça pour illustrer les log poses et tout. Je fais, bah tu peux aller dérocher l'animé et tout. Il fait, non, mais je trouvais que c'était mieux et tout, ça me fait plaisir. Toi, tu fais, Incroyable. mais les gars, c'est trop cool. Et juste pourquoi ? Parce qu'en fait, après, ça parle derrière et ça avoue. Et ça dit, non, mais c'est parce que je trouve la vidéo trop bien et j'ai envie qu'elle soit bien et tout. Tu vois, tu dis, ah les gars, c'est trop gentil. Donc, comment tu peux pas te tomber amoureux d'une telle équipe, quoi ? Mais c'est ça, vous avez réussi à galvaniser des gens autour Bah, de votre ouais. projet et du coup ils se donnent aussi C'est pour ça. le porter. Je quoi. pense que comme ils savent que nous, derrière, on est quand même très sérieux aussi, et qui se ressemble, s'assemble, j'ai envie de dire. Donc voilà. Vous montrez l'exemple et puis. Ouais. Après, en vrai, franchement, là où l'équipe elle est vraiment formidable, c'est que j'ai vraiment l'impression que elle dépend pas exclusivement de nous. C'est-à-dire que c'est pas nous qui galvanisons, c'est pas forcément nous qui montrons l'exemple, ou en tout cas, j'en ai pas forcément l'impression, mais c'est juste que c'est des gens qui font des vidéos aussi leur petit bébé. Et ça, c'est génial parce que du coup, ils sont aussi investis que nous. Et c'est presque nous, on peut se faire engueuler si on fait des mauvais choix. C'est ça ça me fait penser vraiment au manga qu'on traite. Et puis les héros Carrément. voilà, sur leur bateau. Et le capitaine, il peut se faire bolosser à n'importe quel moment. Et c'est Ça veut dire que vous me faites pas confiance. voilà, c'est ça. Et vraiment, on se fait. En fait, on va pas se mentir, on se fait victime H24. Voilà, faut le dire les termes. Et c'est formidable parce que du coup, grâce à eux, ils sont là en mode mais les gars, et puis là, la miniature, elle est pas bien et tout parce que si vous faites ça, non, moi je clique pas dessus, non, vous faites de la merde, recommencez tout ça, tout. Je fais là, oh pardon, c'est bon et tout, tu vois. Sur plein de trucs comme ça. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont là en mode ouais, les gars, la vidéo, si elle fait pas assez de vues, voilà, je vais vous frapper quoi. Et du coup, ok. Donc c'est bien. Incroyable. Et je vois que le temps défile. Il me reste juste 2 petites questions. Vas-y, c'est bon. Pardon. J'aimerais que chacun vous répondiez à ces 2 questions. Donc la première, c'est quoi vos lectures du moment Lecture du moment. que vous lisez en ce moment, ou bien Ouais. vidéo qui vous a un peu boosté, qui vous a un peu inspiré ou. Ouais. Moi, je fais 3 trucs en ce moment là vraiment que je lis à blinde. Un, c'est Bleach, du coup. Le troisième Monster Trio, le fameux Monster Trio de Tite Kubo, c'est chouette parce que c'est quelque chose dont j'aimerais traiter avec mes monteurs également sur Kamalekita dès la reprise de l'anime. C'est déjà quelque chose que j'ai fait, mais par manque de temps, j'ai dû arrêter pour traiter les arc par arc. Mais c'est très sympa, et c'est très neketsu, c'est très primaire et c'est un peu une petite remontée dans le temps. On voit les combats, c'est très chouette. Deuxième truc que je bouffe, c'est la biographie d'Okuzai. Voilà, j'ai un livre avec la biographie d'Okuzai, c'est vraiment terrible. Et enfin, Better Call Saul de Vince Gilligan. Voilà, Ok. c'est 3 trucs très différents et je bouffe ça non-stop, dès que j'ai un moment. Ok, incroyable. Moi de mon côté, pareil, on est tous les deux en ce moment sur Vince Gilligan, Better Call Saul et Breaking Bad, qui nous aide beaucoup à nous replonger dans une écriture qui se rapproche de celle d'Hajime Isayama et du coup de l'Attaque des Titans et tout. On est vraiment sur l'anti-héros et nous, on adore ça en fait. Vraiment, c'est une écriture aux petits oignons. Pour nous, il y a rien qui se fait de mieux à la télévision que Vince Gilligan, et dans le manga, c'est Hajime Isayama et Ichiro Oda, même si c'est 2 œuvres différentes. Mais sinon, sur le papier, moi je lis, il n'y a rien à voir, mais c'est mon petit plaisir coupable et tout, c'est Blue Flag, je sais pas si tu connais. Ouais, carrément, Voilà. ça se passe dans un lycée. C'est Voilà. l'histoire entre. Me spoil pas, oh, j'en pardon. suis tome 2. J'ai lu que l'heure. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Non, mais et du coup, c'est ultra mignon, c'est un triangle amoureux et tout, et ça change de tout ce que je lis, et les dessins sont magnifiques, c'est trop bien écrit, c'est ultra attendrissant. Et putain, c'est léger et tout, ça me fait trop plaisir de lire ça en ce moment. Donc ouais, c'est édité C'est chez le moment où Kurokawa. tu vas te reposer le cerveau. Voilà. Et un truc, c'est qu'il faut absolument lire, c'est en gros, mais c'est juste les mangas de Fujimoto. C'est du coup, mais ça, c'est un auteur qui est
ce genre le gars, j'avais vu un article sur lui qui disait il est devenu maître du manga en 2 ans. Ouais, tu vois ce que c'est qui Fujimoto? C'est Chainsaw Man, Chainsaw Man, oui, Fire Punch, tout et ça. maintenant il fait des one shots. Ouais, des Il fait one shots, beaucoup tout de ça. one-shots, Et ouais. en fait, c'est ridicule en fait. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui va être énormément inspiré, influencé par toute la cinématographie qui l'entoure. Et je suis désolé, mais c'est vraiment comme Isayama ou comme du Gilligan. C'est quelqu'un qui, dans son découpage ou même dans son traitement très réflexif, va évoquer constamment des œuvres. Et du coup, c'est à la fois très référencé, mais du coup, auto-référencé parce que on dirait que constamment il a son monde, son univers comme si l'auteur il mettait Putain, c'est compliqué à dire, mais c'est Un comme peu comme si- un transmédia. ou pas vraiment. C'est pas parce que les œuvres ne se répondent pas entre elles, mais plutôt disons que comme on retrouve toujours toujours, ouais, mais voilà, on retrouve la patte qui est de. En gros, voilà, il y a un personnage qui va arriver, et puis dans toutes ses œuvres, il peut dire oh là là, cette histoire, on dirait qu'elle se finit comme le dernier Star Wars à 22 minutes, tu vois. Et là, tu fais quoi, tu vois? Et c'est bizarre, et du coup, il y a toujours cette volonté-là, je trouve, de ramener dans notre monde, dans l'ancrer dans notre monde, et c'est une façon, je trouve, avant, voilà, Death Note, il y a 15 ans, ancrer quelque chose de très fictif dans notre monde grâce à un cahier. Et ben aujourd'hui, c'est juste, tu peux faire n'importe quoi, mais si le personnage, par exemple, si Luffy dans One Piece, il disait, ouais, putain, la série Seigneur des Anneaux en ce moment, c'est bizarre, tu vois, bah tu fais quoi, Ouais. tu vois? Et ben c'est ça que je trouve vraiment, voilà, c'est assez fantastique, ouais, très fort ce mec. Là-dessus. Les références cinématographiques dans Fire Punch, il a commencé avec ça et c'est juste magistral. On voit que le mec est fan de cinéma et comme nous, du coup, on est fan de manga et fan de cinéma, on pouvait pas passer à côté. Vous êtes le public. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et vraiment, les dessins, l'histoire, la poésie et tout, ce mec est monstrueux. Non, mais vraiment, pour le coup, et surtout, il est humble encore. Et attendez qu'il ne soit plus humble, ce mec, et il va tout casser. Vraiment, je pense. Mais c'est vrai que c'est comme, voilà, enfin, encore, parce que comme les œuvres, elles se correspondent vraiment à chez Gilligan, c'est pareil, il fait pareil, c'est-à-dire que son monde dans la fiction, bah, il va être ramené au nôtre avec le personnage qui va dire tout le temps des blagues, genre il fait une blague en mode, c'est une phrase d'un film, puis après il dit le film, il fait sérieux, personne à la ref, Ouais, tu ok, vois, et il dit ça comme ça, et carrément. ça c'est trop cool, bah c'est un peu pareil, voilà. Ok, et vous avez lu, tu t'es sous comme ça, Dandadan? Ouais, bien sûr. Et bah justement, c'est l'apprenti de Fujimoto qui dessine ce manga, et on a fait de la promotion à la Fnac il y a longtemps, et ça va sortir dans 2 semaines, donc on va enfin voir la promotion de la Fnac. J'espère qu'ils ont Tome bien 1 fait et ça. 2 qui sortent. Voilà. Et on est censé recevoir aujourd'hui dans cet après-midi. C'est dommage, ouais. Ouais. Et ils ont bien précisé, ça ne peut pas rentrer dans la boîte aux lettres, donc il faut vraiment être là et tout ça. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va. Ouais. Voilà. Je suis chaud. Voilà, donc voilà. Pour le coup, c'est très nouveau aussi, c'est très novateur. Et on retrouve vraiment Fujimoto dans le dessin, je trouve vraiment. C'est un peu. C'est très décalé, moi j'adore. Le hein, délire, j'ai- il va être ramené beaucoup plus à la découverte du corps et l'adolescence. Quelque chose que chez Fujimoto, on va pas forcément retrouver. Mais par contre, dans l'approche des thématiques, vraiment la manière dont. Je sais pas, mais. Au début, quand ils sont dans l'école et tout ça, les dessins, la tête des personnages, moi je trouve que ça va être très Fujimoto. Mais bon. Bah voilà, donc on a les petits conseils de Kama Ikuta pour vous occuper vos soirées. Et finalement, j'ai un peu spoilé la dernière question, mais Oui. ça serait quoi vos conseils, conseils de vie, conseils d'entrepreneuriat, conseils de ce que vous voulez, un conseil pour l'audience? Un conseil. Ne jamais négliger le sommeil. Voilà, c'est tout. C'est extrêmement important. Non, mais je dis, c'est sincère. Avec des cernes sous parce les yeux. que- Non, mais c'est parce que il faut juste trouver son rythme. Et on a beau parce que quand on veut être dans l'entrepreneuriat, quand on se dit ouais, je veux travailler pour moi, et ben des fois on voit plus les limites. C'est extrêmement dangereux. Il faut faire attention. Et du coup bah ouais, comme je travaille pour moi, j'ai plus de limites. Je fais que ça et tout H24. Et bah tu meurs, tu t'épuises, tu meurs, t'en peux plus. Donc non, je pense que sincèrement, si je dois un conseil qui est tout con, c'est juste essayer de trouver un rythme et la phrase de tous les darons, mais je pense que moi j'ai été élevé comme ça et c'est très important, c'est essayer de vous coucher tôt et de vous lever tôt. Parce que comme ça, après, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je vous jure, c'est important, dormez. Voilà. Ouais, et ben moi, pour vous rendre fou, je vais dire un truc qui va être un peu complémentaire, mais comme ça, vous allez méditer là-dessus. Moi, je dirais que justement qu'il faut également, si vous arrivez à le conjuguer avec ce qu'il a dit, bravo, vraiment une comparaison très primaire, mais c'est comme quand vous faites des pompes, d'accord, quand vous arrivez à la toute fin et vous dites toujours +1. Parce que là, je peux réussir à la faire vraiment si je me concentre et tout là, allez, la petite pompe là. C'est pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je réalise quelque chose, qu'il est genre super tard, que j'en ai vraiment marre et que je me dis c'est bon, de toute façon, au pire, ça fait 10 heures que je suis dessus, personne verra la différence, tu vois.
et ben je repense justement à toute cette éthique qu'on étudie et qui justement toute cette différence qui se trouve dans les détails, et je me dis non, pas encore, tu vois. Et là, je la fais et je le fais. Et je me dis, allez, pas encore, pas Donc, encore, t'as une pas vraie encore. discipline par rapport à ça. Voilà. Et c'est justement quelque chose qui peut me tuer, tu vois. C'est quelque chose qu'il ne faut pas nécessairement faire. Mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui, par exemple, voilà, on verra dans le montage tout à l'heure, mais quand je fais quelque chose dans le montage et que je me dis, bon, le plan, il est bien, là, ça va, tu sais. Et il y a toujours le petit diable à côté, le petit ange, tu sais, qui dit, allez, va dormir. Et l'autre qui dit, bah non, là, tu rajoutes un petit SFX et ça sera un peu mieux. Mais je dis ça, je dis rien, tu sais. Je fais, allez, putain, et je le fais, tu vois. Voilà, c'est un peu, mais c'est bien. Je conclue avec un truc qui est très important aussi là-dessus, parce que nous, on a la chance d'être deux. Mais si vous voulez travailler pour vous-même et vous lancer dans un truc, le regard extérieur est très important. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait quand on est tout seul. Et des fois, ça peut être très lourd, ça peut être très cringe, ça peut être pas réussi. Et pourtant, tu peux être convaincu du contraire et te dire, moi, c'est bon, mon œuvre, elle est finie, tout et tout. Alors qu'en fait, il faut, ou bien du moins même aussi l'inverse, et te dire, oh non, c'est de la grosse merde ce que je fais. Du coup, l'œil extérieur est très important. Se dire, j'ai fini, est-ce que je peux avoir ton avis ? Et donc, à ce moment-là, ça va de pair avec s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Juste vous dire, bah voilà, trouver des personnes qui savent mieux faire des choses que vous. Comme ça, elles pourront avoir un regard extérieur et dire, mec, moi, j'aurais pas fait comme ça, je te conseille de faire comme ça. Ne restez pas seul et dormez. Ça revient au conseil du premier épisode du podcast avec Senshiro qui disait, peu importe ce que vous commencez, faites-le en groupe. Genre, C'est sûr, ouais. Parce que dans la mesure où, je pense, on peut conclure sur le fait que dans la mesure où le groupe a le contexte de ce que vous voulez présenter, si ils trouvent ça nul, c'est nul. Voilà, vraiment. Donc, et s'ils trouvent ça bien, c'est bien. c'est bien. Oui, voilà, moi, par exemple, comme je dis, je viens du théâtre et tout, donc le groupe, c'est tellement important. En fait, on évolue en groupe, et du coup, il faut surtout pas être individualiste et tout. Il faut vraiment se dire, qu'en pensent les autres. Et surtout faire ça pour soi, certes, mais aussi pour les autres. C'est très important, des fois, de savoir se censurer aussi. Voilà. Je pense que c'était un beau mot de la fin. Voilà. Du coup, Kamatero, Kitaro, Ouais, gros merci. carrément. Merci beaucoup à toi. C'est top. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oh, parfait. Et puis j'espère à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Jana. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et je vous en remercie. J'ose alors vous demander de laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela permet de faire découvrir le podcast à encore plus de personnes et, je l'espère, à soutenir le manga en France.